La photographie de cet épisode est juste incroyable. Salut à tous, c'est Nitobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Aujourd'hui, on va analyser et critiquer l'épisode 4 de la saison 2 de Euphoria, qui est sorti aujourd'hui le 31 janvier 2022. Et oui, demain, c'est le 1er février. Mais du coup, je l'ai regardé, il est 11h12 du matin et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé tôt pour regarder cet épisode et pour vous sortir cette petite critique. Alors déjà, je trouve que c'est l'un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur épisode de cette saison 2 et même peut-être même de la série. La photographie de cet épisode est incroyable et avant de rentrer de plus dans les détails, je tiens à préciser que cette vidéo est remplie de spoilers sur cet épisode, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir bien évidemment, ou si vous vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien allez-vous-en, partez de cette vidéo et allez regarder cet épisode et revenez quand vous l'aurez vu pour voilà, en parler dans les commentaires, dire ce que vous en avez pensé. Moi je l'ai vu et aujourd'hui je vais vous en parler. Voilà, donc on commence directement avec l'épisode avec une intro, ma foi, fort intéressante, où tout simplement on a Jules qui est en train de faire un cunilingus à Roux, sauf que Roux est complètement défoncé et donc ne ressent absolument aucune sensation. Et genre, Jules, ça fait 25 minutes qu'elle est en train de faire ce cuni à Roux et Roux, elle est en mode it's amazing, mais elle a absolument aucune réaction. Et elle va même fake un orgasme. Mais pendant ce temps-là, Jules va avoir des pensées. Et déjà, ces débuts des épisodes, les intros des épisodes de Foria, s'il vous plaît, elles sont tellement incroyables. Sérieusement, c'est tellement magnifique. Genre, c'est un truc de fou. Et là, en gros, on va voir Jules qui va être implémenté ouais, un petit peu partout. Donc on va la voir d'abord dans le tableau de Vénus où elle va être refaite. Après, elle va être dans une scène de Titanic. Elle est à la place de Frida Kahlo. Elle va être aussi dans plein de scènes d'amour. Dans la scène d'amour où les deux personnes drapées de blanc s'embrassent. Donc ça, c'est des tableaux célèbres, tout ça. Je pense que vous les connaissez, vous les avez déjà vus en tout cas. Donc on va passer par toutes les œuvres d'art pour montrer qu'en fait leur amour est une œuvre d'art. Enfin pour Roux en tout cas, puisque c'est la vision de Roux, son amour avec Jules est une œuvre d'art et comme elle le dit elle-même, c'est la meilleure chose qui lui est jamais arrivée dans toute sa vie. Donc c'est peut-être ce qui va lui redonner espoir. Pourtant, elle ne part pas de la drogue pour autant. Elle continue à se droguer et plus que jamais. Elle se drogue beaucoup plus que dans la saison 1. Où la saison 1, où je vous rappelle, elle était sortie quand même de maison de cure et elle était censée arrêter la drogue. Et là, dans cette saison 2, depuis qu'elle a rencontré Elliot, c'est vraiment n'importe quoi. Mais de toute façon, je pense pas qu'on peut dire que Elliot est fautif dans tout ça, puisque Elliot, certes, il lui apporte la conso, mais maintenant elle a sa propre consommation qu'elle allait chercher chez Laurie, la dealeuse. La grosse dealeuse, la big boss, la trafiquante. Donc voilà, et donc on a toute cette scène là ultra intéressante où Jules est implémenté un petit peu partout, donc dans des scènes et à la fin dans un truc de cowboy, ouais, dans le tableau Vénus et tout ça c'est très artistique, c'est très très beau, encore une fois c'est super bien fait et je trouve ces reconstitutions vraiment très très belles et très proches de l'original. Je trouve que le visage de Jules il passe vraiment très très bien sur toutes ces peintures, etc. Donc franchement c'est très très bien fait, très très bonne intro. Et puis après, on va lancer l'épisode directement. Et l'épisode après va être vraiment, encore une fois, je dirais, l'épisode va être centré sur Cal Jacobs. Non, en vrai, l'épisode là, il s'attarde un petit peu sur tout le monde. Mais on va dire qu'il va être centré sur Cal Jacobs, Nate Jacobs, Cassie, Maddie, la relation Nate Jacobs. Encore une fois, tous les jours, hein, fuck Nate Jacobs. Mais après cette fin d'épisode où Cal Jacobs balance tout et dit que la plus grosse erreur dans sa vie, son plus gros regret dans sa vie, c'est son fils Nate Jacobs. Je comprends un petit peu pourquoi Nate Jacobs, je pense que là il va péter encore plus un câble, mais je comprends un petit peu pourquoi ils sont instables, hein. Déjà, faut remettre dans le contexte que Nate Jacobs, très jeune, quand il avait genre une dizaine d'années, il était tombé sur les vidéos porno de son père qu'il avait faites avec d'autres hommes et enfin d'autres transsexuels, etc. Et genre, bah, il n'y a rien de plus traumatisant pour un gosse de voir déjà son père faire du porno, je pense, surtout quand tu connais pas trop le sexe et tout. Et en plus, te dire que ton père mène une double vie, quoi. À 10 ans, apprendre que ton père mène une double vie, c'est compliqué. Donc forcément, ça l'a pas aidé à grandir, ça l'a pas aidé à devenir un élève modèle, si je puis me permettre, un homme bon. Et du coup, forcément, Nate Jacobs, il reproduit un petit peu ce que son père a fait. Il mène une double vie, il sait pas trop son orientation sexuelle. Tout ça, c'est aussi, voilà, il est aussi perdu et confus que son père, finalement. Et c'est là où je pense que Nate Jacobs est très proche de son père en fait, sans s'en rendre compte. Même si les deux se détestent, il tient énormément de son père. Mais du coup voilà, c'est un épisode qui va être centré là-dessus. Et bien sûr qui va être centré aussi sur la relation Elliot-Jules, Elliot
Zendaya, donc Elliot, Roux. Jules, comme je l'avais dit, c'était mes craintes entre guillemets, mais ça me semblait logique. Je l'avais dit dans la critique précédente de l'épisode 3. Mais je pense que Jules allait tomber amoureuse de Elliot et ils allaient faire des choses ensemble. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans cet épisode, puisqu'ils vont, là pour le moment, ils cachent leur relation à Zendaya, à Roux. Mais effectivement, Jules a l'air amoureuse de Elliot. En tout cas, je pense qu'elle trouve que Elliot peut lui apporter tout ce qu'elle rêve, donc du sexe, etc. Parce que vu qu'elle sort, elle le dit elle-même, par exemple, elle sort avec Roux, mais du coup, elle se sent pas assez féminine. Elle a l'impression d'être un mec, par exemple, quand elle fait le cunilingus à Roux, elle le dit elle-même à Elliot, elle est en mode j'ai l'impression de me sentir comme un gars qui sait pas le faire, etc. Donc lui, il va lui apprendre comment faire un cunilingus, etc. Et c'est à partir de là que va commencer, entre guillemets, leur romance et qu'ils vont pas arrêter de s'embrasser, etc. Et qu'ils vont se cacher et qu'à chaque petit moment, dès que Roux, par exemple, à un moment va partir à la salle de bain, eux, ils vont s'embrasser, etc. Donc il y a vraiment cette relation où on était à la base au début de la saison 2, Jules était jalouse de Elliot parce qu'elle pensait que Elliot voulait pécho Roux et au final c'est Jules qui va pécho Elliot. Bon, c'était un petit peu prévisible, je l'avais dit, mais dans tous les cas, voilà, ça va créer quand même quand Roux va la prendre, parce que Roux va forcément la prendre à un moment donné, ça va créer un sacré bordel parce que Roux quand même elle s'accroche au fait que Jules tient à elle et elle s'accroche à sa relation avec Jules qui pour Roux a l'air idyllique alors qu'elle l'est pas du tout parce que Roux se défonce complètement. En plus, elle boit de l'alcool, c'est ultra dangereux, c'est n'importe quoi. En fait, elle joue vraiment avec sa vie. Et je me suis dit à chaque fois, je me disais, mais pourquoi Roux a fait ça? En vrai, elle a pas une vie de rêve, d'accord, mais elle a beaucoup de choses. Elle a une bande d'amis, elle a une petite copine. Je sais pas, elle a une mère, elle a une sœur, tu vois, elle a une maison, elle a un toit sur sa tête, elle peut toujours s'en sortir. Mais en fait, c'est vraiment, elle se remet pas de la mort de son père qui était mort d'un cancer, je vous le rappelle. Elle s'en remet absolument pas. Et on le voit à la fin de cet épisode où, pendant un très long moment, un moment super fort, tout simplement, c'est une scène dans une église où ça va chanter un petit peu de gospel, et en même temps, enfin, de gospel, oui, la parole de Dieu, disons, c'est pas vraiment du gospel, mais voilà, des musiques ecclésiastiques. Et pendant ce temps-là, en fait, elle prend symboliquement son père dans ses bras. Et moi, je trouve cette scène hyper forte. En fait, la mort de son père a détruit absolument toute sa vie à Roux, a détruit tout son univers, tout son monde. Et elle s'en est absolument pas remis. D'ailleurs, elle avait commencé la drogue. Bon, son père était en état de cancéreux, mais il n'était pas encore décédé quand elle a commencé la drogue. Mais elle a commencé avec les médicaments de son père, etc. Donc, vraiment, ouais, elle est complètement détruite là-dessus. Et elle se remet en fait juste pas de la mort de son père. Et c'est pour ça qu'elle arrête pas de se droguer. Et puis là, de toute façon, elle est complètement addicte, elle arrête pas. Surtout que Laurie lui a donné de la cam pour que Roux la revende. Et Roux, enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, parce que dans ma tête, Laurie, elle a donné genre un sac avec énormément de cam pour que Roux et ses amis la revendent. Sauf que Roux, en fait, elle est pas du tout en train de revendre cette cam, elle est totalement en train de l'utiliser pour elle-même, pour se droguer elle-même. Donc ça, attention, hein, parce que quand Laurie va la prendre et que Laurie finalement elle va pas avoir l'argent parce qu'elle devait lui ramener combien 10 000 dollars, je crois. Bah, ça va chauffer dans les chaumières et ça va être vraiment très compliqué. Je trouve que les personnages, ils sont très forts pour se foutre dans la merde tout seul, c'est un truc de fou. C'est rempli de mensonges, etc. Bah, c'est un petit peu ça la vraie vie aussi, vous me direz, mais c'est vraiment rempli de mensonges, de conspiration entre guillemets, mais des gens qui sont bloqués dans leur vie, qui sont perdus, qui sont confus. C'est aussi un petit peu ça l'adolescence, hein. Je suis passé par là aussi, mais vraiment, c'est vrai que c'est vraiment compliqué les relations entre les personnages. Ils se mentent tellement, ils inventent des histoires, ils essayent de. Cette personne doit savoir soi, mais cette personne-là doit pas le savoir. Enfin voilà. Je vais essayer d'aller assez vite. Je vois que ça fait déjà 8 minutes et j'ai pas envie que la vidéo dure 20 ans non plus. Donc je vais essayer d'abréger un petit peu plus. Mais déjà, aussi, on a du coup Nate Jacobs. Donc moi, je croyais qu'il allait renouer avec Maddie et tout. Et apparemment, non. Alors. Scène encore une fois assez intéressante. Donc, fin de l'épisode 3, il va chez Maddie et tout. En fait, il va parler d'amour avec elle. Il va se réconcilier. En quelque sorte, il va se réconcilier avec elle. Nia Jacobs, il va faire, voilà, le good guy et tout. Forcément, Cassie, ça va complètement la déprimer. Elle va absolument pas s'en remettre. Surtout que Cassie, déjà, elle aime Nate Jacobs. Elle a l'air de l'aimer de tout son cœur. Elle fait tout pour que Nate Jacobs la remarque et elle est vraiment amoureuse, hein, ça se ressent. Et en plus, ah, elle se sent elle se sent mal parce que Ned Jacobs, bah, il est un petit peu bizarre avec elle et genre bon, c'est un peu ambigu leur relation. Et en plus, c'est bah, quand même l'ex-boyfriend de sa meilleure amie, donc de Maddie.
Et donc forcément, elle, ça la mine encore plus. Et à la fin, il va y avoir une scène d'ailleurs, enfin à la fin, au milieu de l'épisode où elle va être dans le hot tub, dans le jacuzzi, et elle va être en mode sorry Maddy, sorry Maddy, sorry Maddy. Elle vomit pendant ce temps-là, c'est une scène absolument horrible, elle vomit dans le jacuzzi, c'est vraiment horrible. Mais elle est complètement, elle boit tellement, je sais pas combien elle a bu de verre et de bière, mais c'est un truc de fou. Mais en fait, elle s'excuse pour tout, elle s'excuse pour sa relation avec Ned Jacobs, et elle s'excuse pas parce qu'elle a vomi dans le jacuzzi. Donc, mais ça, est-ce que Maddy l'a compris ou pas? Je ne sais pas vraiment. On découvrira, je pense, dans l'épisode prochain, si Maddy s'est rendu compte de quelques relations avec Casey. Parce qu'il va y avoir cette scène très très importante dans le hot tub, bon, je dis hot tub, mais voilà, dans le jacuzzi, où tout simplement il va y avoir Maddy, Cassie, Nate Jacobs et, euh, et j'ai oublié le prénom de l'autre, je l'oublie à chaque fois. Et tout simplement, elle va le dire. Enfin, Cassie va leur dire est-ce que vous êtes toujours ensemble? Et c'est Ned Jacobs qui va répondre, qui va dire non, we are not, no, no. Et du coup, Maddie, ça va l'énerver parce qu'elle est en mode attends, moi aussi j'allais dire non, mais si tu dis non ainsi catégorique, ça veut dire qu'on sera jamais ensemble. Et ça va complètement foutre la merde. Et à partir de là, ça va partir en couille, ça va partir en engueulade. De toute façon, quand il y a un Ned Jacobs dans les entourages, dans les parages, généralement ça part en embrouille, hein. Il est obligé de se disputer avec les mecs, les meufs, avec son daron, il se dispute avec tout le monde. C'est là où c'est un peu l'homme brisé. Et en vrai, je commence pas à l'apprécier, mais je commence à comprendre Nate Jacobs. Il m'a fallu du temps pour comprendre un petit peu le personnage, parce que c'est un personnage très dur à comprendre, comme le dit à la fin son père à la fin de l'épisode, lorsqu'il fait son grand discours. Son père, il est en mode je te connais pas, t'es mon fils et tout, et je te connais absolument pas, je sais pas ce que tu fais de ta vie, de ta double vie, je sais pas quelles sont tes relations, genre je te connais pas, mec, pour moi t'es un parfait inconnu. Et quand c'est ton père qui te dit ça, c'est un peu chaud, mais c'est vrai que Nate Jacobs, il a ce côté où vraiment il mène une double vie, le frérot, enfin, pas vraiment une double vie, parce que lui c'est sa vie en fait, mais vraiment il est avec Casey, à la fois avec Maddie, à la fois il est un peu amoureux de Jules, il y a tous ces trucs-là. Enfin, c'est vraiment le bordel, hein, pour tout suivre et pour tout bien comprendre. Mais ça va, ça se suit. Mais du coup, ouais, franchement, c'est un épisode que j'ai trouvé en fait ultra lent. Vraiment, il y a beaucoup de gros plans, des scènes avec des musiques ultra intenses. Ou par exemple, quand Cal Jacobs est dans sa voiture et qu'il y a ce petit moment de nostalgie. Ah oui, alors moment de nostalgie, full nostalgie, avec Cal Jacobs, puisque on avait vu du coup dans l'épisode précédent son passé et son amour, comment il s'appelait, Dexter, ouais, son ancien, son son meilleur ami de l'époque et surtout le premier garçon qu'il a embrassé, etc. Finalement, sa première relation gay. Et du coup, il va sortir cette vieille voiture. Alors déjà, il la sort d'une bâche ultra poussiéreuse et la voiture démarre encore. Elle a encore de l'essence. Alors ça, pour le coup, c'est complètement illogique, hein, parce que quand il va rentrer dans le bar, il dit ça fait 25 ans que j'ai pas été ici. Alors je ne sais pas combien de temps il a laissé la voiture dans son garage. On va dire 15 ans. On va être gentil. On va dire ça fait 15 ans qu'il a laissé sa voiture dans le garage. Mais 15 ans plus tard, la voiture elle démarre pas. Normalement, elle a plus d'essence. Sauf s'il l'a entretenue. Mais la bâche avait l'air tellement poussiéreuse. Ça, j'ai trouvé ça. Bon, après, c'est pour le côté, voilà, il récupère sa voiture d'avant, il retourne dans le nightclub où il avait fait cette superbe soirée, où la première fois où il avait embrassé son meilleur ami Dexter et tout. Mais j'étais en mode, la voiture n'est pas censée démarrer. Ça, je trouve que c'est un faux raccord entre guillemets, mais dans la vraie vie, si 15 ans plus tard vous décidez de rallumer votre vieille voiture parce que vous êtes nostalgique, etc., elle démarrera pas, hein, elle aura pas d'essence, enfin même limite peut-être qu'il y a des composants dedans qui seront morts. Enfin voilà, quand vous laissez une voiture 15 ans à l'abandon dans votre garage, même sous une bâche, bon voilà, l'essence ça part au bout d'un moment. Donc ou alors elle aurait peut-être démarré, mais elle aurait pas roulé aussi longtemps et aussi vite, parce que là il va rouler longtemps et vite. Mais bon, ça c'était juste, j'aime bien titiller, vous savez que j'aime bien trouver les petits défauts, les petits trucs qui vont pas dans les épisodes, et je m'excuse pour ça, mais c'est un petit peu mon boulot de cinéphile, j'aime bien repérer les petits trucs comme ça qui, dans la vraie vie, ne sont pas possibles. Et vu que Euphoria se veut être une série réaliste, je trouve ça assez intéressant de titiller sur ces petits points-là, et je m'en excuse, je m'en excuse. Donc voilà, on va avoir ce moment ultra nostalgique où il va mettre des vieilles musiques qui vont lui rappeler sa relation avec Dexter et il va directement partir au nightclub où il va se faire virer parce qu'il va faire de la lutte contre les autres gays du bar, etc. Et que du coup, il va se faire totalement virer du nightclub et il va y avoir toute cette image où il va regarder par la fenêtre, ces grands plans. En vrai, je pense que c'est l'épisode qui a la meilleure photographie avec le plus de plans, vraiment des longs plans où on se focalise sur la tête des personnages, on est sur des photographies, surtout à la fin, il y a un plan qui fait vraiment cover d'album de rap où t'as genre Fesco qui est dans son appartement qui fume une clope sur son canapé qui est comme ça parce que lui ça va être bientôt la merde pour lui puisque
son pote est venu le prévenir qu'on savait qu'il avait qu'on était au courant que Mouse était mort, etc. Donc ça va vite partir en couille pour Fesco. Et comme je vous l'ai dit, mes plus grandes inquiétudes pour cette saison 2, pardon, c'est la mort d'un personnage et la mort en particulier de Fesco, parce que Fesco c'est quand même un personnage, c'est un dealer, c'est un mec qui traîne dans la drogue, qui quand même traite avec des gens qui sont ultra violents, ultra dangereux. Du coup j'ai vraiment peur de la mort de Fesco dans cette saison 2 et je le répète ici. Donc forcément là d'apprendre qu'il va être dans la merde et que ça va mal se passer et tout, j'espère qu'il va s'en sortir et j'espère qu'avec son frère H, son petit frère H, ça va vraiment bien se passer. Mais j'ai vraiment peur pour eux et j'ai peur qu'il leur arrive une dinguerie. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt chill. Je trouve que les épisodes il se passe pas grand chose en soi. Là c'est l'épisode vraiment, on va le surnommer l'épisode révélation. Il y a tellement de révélations. Elliot va dire à Jules que en fait Zendaya donc Rue a jamais arrêté de se droguer, surtout depuis qu'elle a rencontré, et elle prend de tout, elle prend de l'héroïne, elle prend du benzo, elle prend des médocs, quoi, elle prend même de la bœuf. En fait, elle fume absolument de tout, elle se drogue à tout, c'est vraiment horrible. Plus elle boit de l'alcool, donc le combo des deux, il est ultra mortel. Hein. Ne faites pas ça dans la vraie vie, ou quand même, c'est ultra mortel de faire ça. Vraiment, vous jouez avec votre vie. D'ailleurs, j'ai peur aussi pour Roux qui pourrait peut-être faire une seconde overdose. Mais vu que c'est la personnage principale de cette série, je sais pas s'ils vont la faire mourir. Par contre, c'est ultra ambigu parce que c'est un personnage qu'on apprend à apprécier, mais pour autant, c'est un personnage qui est quand même détestable, Roux. On est sur un personnage qui sait absolument pas ce qu'elle veut, qui est complètement dévasté. C'est un personnage avec qui on se lie d'amitié, bien évidemment. Moi, j'adore Roux, mais c'est juste que c'est un personnage qui se drogue tout le temps, qui fait que des conneries, qui se met dans la merde, qui rend ultra malheureux sa mère et sa petite sœur, qui pense qu'à elle, elle est ultra égoïste, Roux. Hein. Franchement, elle est ultra égoïste, elle pense qu'à elle, elle est complètement brisée, mais tous les personnages sont brisés de toute façon, mais c'est vraiment le bordel. Bref, et on va du coup avoir cette fin d'épisode assez folle avec Cal Jacobs qui va rentrer chez lui, qui va commencer à pisser dans son hall d'entrée, et sa femme qui va arriver, il va tous aller, et puis ses fils aussi. C'est la première fois d'ailleurs, ou la seconde fois, mais je crois que c'est la première fois déjà qu'on le voit aussi longtemps, qu'on voit le frère de Nate Jacobs. Le frère de Nate Jacobs, j'ai oublié son prénom, mais on l'avait pas vu jusque-là. On le voyait sur les photos uniquement, on en entendait parler au loin quand il l'appelait, etc. Mais on n'avait pas vu l'acteur, on l'avait pas encore vu, ou alors on l'avait vu, mais vraiment une demi-seconde dans l'épisode précédent, mais on l'avait pas encore vu, et là on le voit, et on voit que c'est un mec aussi un petit peu dérangé, qui regarde du porno vraiment étrange, qui regarde un petit peu, voilà, du porno vraiment hardcore de chez hardcore, donc forcément, bon, son père il est en mode ouais avec ta mère on sait que tu regardes du porno hardcore et tout, donc le mec il commence à pleurer parce que tu m'étonnes quand tes parents apprennent que tu pratiques ce genre d'activité sur des pornos comme ça. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, après Cal Jacobs il peut toujours causer, lui il en fait du porno quasiment, carrément, donc bon c'est pire qu'en regarder, mais enfin à son stade de vie c'est pire qu'en regarder, hein. Je respecte les acteurs porno bien évidemment, mais du coup il va y avoir ce discours ultra, voilà, il va tous les envoyer se faire chier, il va leur envoyer leurs quatre vérités. C'est encore une fois l'épisode des révélations, il va tout leur dire sur sa vie, il est en mode, à ton avis, combien de mecs j'ai baisé dans ma vie, hein? Combien de mecs j'ai baisé? Je baise des mecs, je baise des femmes, je baise des transsexuels, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis un homme, voilà, il va vraiment dire ça, hein, c'est ce qu'il dit. Et moi je suis en mode, vas-y, dis-leur, Cal. Au moins, il se sent libéré, et même si, à mon avis, c'est bien qu'il le fasse, c'est normal de se libérer et tout. À mon avis, pour moi, là où le plus grand regret de Cal Jacobs, c'est qu'il aurait dû couper court à sa relation avec sa femme à l'époque, donc il y a 25 ans, et il aurait dû partir avec son pote Dexter à l'époque, parce que là il détruit en fait une famille entière, il détruit plusieurs êtres humains, alors qu'à l'époque s'il était parti pendant que sa copine était enceinte, déjà elle aurait pu avorter, parce qu'il a appris, donc déjà elle aurait pu avorter au lieu qu'il se mette avec elle, et ensuite il aurait pu vivre sa vie beaucoup plus librement et il aurait été plus heureux avec Dexter. Pour moi c'est là son plus grand regret, c'est qu'il n'a pas fait les bons choix à l'époque, et que maintenant ça se répercute sur ses deux fils et sur sa femme qui on l'apprend, moi j'étais en mode ouais sa femme elle est ultra chill et tout, mais forcément sa femme en fait elle trompe totalement son mari, elle trompe totalement Cal Jacobs. En même temps lui il l'aime pas, il s'en bat les couilles d'elle, et du coup elle flirte sur Facebook, etc. Mais du coup voilà, vraiment ces révélations à la fin, tout ça quoi, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc épisode ultra intéressant, vraiment la photographie, les plans, c'est poétique en fait. Cet épisode c'est vraiment une pièce d'art. J'allais dire une peinture, mais non, mais c'est vrai que c'est une peinture qui montre plusieurs personnages, mais c'est vraiment une pièce d'art. Et pendant ce temps-là, on a toujours un petit peu aussi un centré sur Lexi. On voit que Lexi, elle continue à faire sa pièce de théâtre et qu'elle fait des auditions. Et il y a un moment très marrant, enfin très marrant, non, pas vraiment, mais où tout simplement il y a Casey qui engueule Lexi, et Lexi va utiliser ce moment-là pour le mettre dans sa pièce. Et elle fait des auditions avec des filles qui ressemblent à Casey, qui doivent répéter la scène, etc. Je trouve ça spectaculaire. C'est vraiment une mise en abîme
comme on me l'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo, c'est vraiment une mise en abîme de la pièce de théâtre qui s'appelle Auckland, genre Oklahoma, non, Oklahoma. Oklahoma, c'est vraiment en fait Euphoria dans Euphoria. C'est clairement une mise en abîme, je trouve ça fou. Et Lexi qui est un peu ce personnage finalement spectateur dans Euphoria, qui joue dans la série mais qui est spectateur. C'est très spécial et encore une fois, c'est une des rares séries pour adolescents, parce que c'est clairement une série pour les adolescents et jeunes adultes de la génération Z. Et c'est vraiment une série qui casse les codes et qui propose encore une fois des masterclass en termes de musique. Franchement, toutes les musiques de cet épisode, je les connaissais avant. Pour une fois, je connaissais toutes les musiques. Alors, c'est beaucoup de vieux sons, il y a un peu de rap US aussi, mais ça reste des vieux sons. Et j'étais en mode, ah, ça met des bonnes musiques et tout. Mais voilà, donc on a l'anniversaire de Maddie aussi, tout l'épisode de l'anniversaire de Maddie où c'est vraiment le bordel, où t'as la mère de Cassie qui est complètement fofolle, etc. Vraiment qui se laisse aller. Mais c'est vraiment le bordel, hein. Vraiment, tout commence à partir en couille. Et la suite des épisodes, je pense que les prochains épisodes, ça va être il y aura un peu plus d'action. Même si c'est pas une série d'action, mais il y aura un peu plus d'action avec l'affaire de Fesco, peut-être Cal Jacobs, je sais pas, Nate Jacobs qui va peut-être encore plus péter un câble et qui va peut-être devenir violent avec Maddie ou Cassie ou je sais pas. Ça va être vraiment vraiment le bordel. Mais voilà, en tout cas, c'est Euphoria, on adore. Et je suis très friand de cette série et franchement cet épisode m'a un peu rabiboché parce que c'est pas que j'aimais pas les autres épisodes, hein, rien à voir, mais c'est juste que je trouvais que la série commençait vraiment à être très très lente. Et là dans cet épisode, le fait qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des sortes de rebondissements, que les personnages apprennent des trucs que nous on savait depuis un moment, et bah vraiment ça fait vraiment vraiment plaisir et ça permet de faire avancer la série. Donc hâte de voir le prochain épisode qui sort lundi prochain. Donc voilà, moi j'ai tout dit. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et aussi, quel est votre personnage préféré? Tiens, à ce stade de la série, quel est votre personnage préféré? Moi, personnellement, là, Fesco, on le voit un peu moins, mais je pense que c'est Fesco. J'aime bien Elliot. En vrai, on va pas se mentir, j'aime bien Elliot. Au début, je le jugeais un peu. J'étais en mode, ah, le cliché du Yankee qui fume de la beuh, qui joue de la guitare. C'est un peu vrai, c'est un peu ça. Mais c'est un personnage vraiment qui a l'air super sympa. Et c'est un mec qui se pose pas trop de questions, qui fonce, qui vit la vie comme il le veut. C'est un peu un artiste et je l'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup Elliot. Il commence à devenir un de mes personnages favoris et c'est un des nouveaux personnages de cette saison 2. Donc voilà, sur ce, mesdames et messieurs, c'était Nitobac. Prenez soin de vous en cette période compliquée avec le coronavirus et tout qui revient en force, c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas quand même à aller au cinéma, aller voir des films, regarder des séries, regardez aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube s'il y a des critiques que vous n'avez pas vues, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir, mesdames et messieurs. On est parti, vive Euphoria, hashtag Euphoria Forever. Non mais vraiment, j'adore cette série. Je trouve qu'elle a pas assez d'audience. Bon, c'est la série HBO la plus regardée peut-être, mais je trouve qu'elle a pas assez d'audience et que c'est une série on devrait plus en parler de cette série quand même. Donc prenez soin de vous, c'était Nitobac, peace out, ciao ciao les refs.